Voilà, c'est l'heure maintenant du duel de dimanche, c'est politique. Nos deux invités sont en plateau et puis peut-être que vous l'auriez entendu, ça discutait déjà parce que à propos des thématiques que nous aurons à aborder aujourd'hui. Je vous les présente. Lukman Tidjani, acteur politique du BR, bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs. Alphonse Moïse Soulé, analyste politique, journaliste par ailleurs, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, l'actualité de cette semaine, l'actualité politique, nous parlerons bien évidemment des nominations des préfets, de la réforme annoncée de la décentralisation et de cette fameuse polémique à propos des poubelles homologuées à 25 000 francs CFA. Le duel de ce dimanche, c'est politique, c'est parti. Voilà, nous allons débuter par la dernière thématique énoncée. Poubelle homologuée à 25 000 francs CFA, une polémique de trop. Alphonse Moïse Soulé, vous avez suivi cette actualité? Oui, j'ai suivi un peu l'actualité. Il faut d'abord dire que l'on parle de ramassage gratuit des ordures. Moi, je n'en ai jamais bénéficié. La zone où j'habite, je continuais de payer encore mon abonnement pour qu'on vienne ramasser mes ordures. Donc, personne n'a ramassé gratuitement, moi, mes ordures. Et au-delà de cela, oui, moi, personne. Vous devez être l'un des rares. Non, je l'ai dit, je crois, une fois sur ce plateau, personne ne ramasse gratuitement mes ordures. Je continue de payer mon abonnement. Mon propriétaire me prend mon abonnement à chaque fois. Parce que les gens ils viennent pas dans ma rue à ramasser. Maintenant, quand on dit 25 000, pour moi, c'est vrai que Cotonou est en train d'être nettoyé, il faut le reconnaître. Et les ordures, on veut mieux gérer les ordures, mais je dis 25 000 francs, c'est à la bourse de quel citoyen béninois? Parce qu'il y a des gens, d'un seul coup, ils peuvent débourser les 25 000, mais certains auront du mal à débourser. Je crois qu'il faut trouver une autre formule. Et je ne suis pas contre le principe des poubelles, ça c'est normal. Dans un État qui se veut moderne, dans une ville qui se veut moderne, il faut que nous fassions des sacrifices. Mais j'estime que 25 000 francs, pour moi, pour certaines personnes, c'est élevé. Quand vous rentrez, je vais parler de ceux qui sont dans la banlieue de Cotonou, quand je parle de... Parce que pour moi, quand on parle de Cotonou, les gens parlent de la grande ville, mais quand vous allez dans la zone d'Akwakwa, il y a des gens qui auront du mal à acheter ces poubelles-là. Maintenant, il faut qu'on dise par rapport au locataire, parce que le propriétaire, s'il est chez lui, ça ne lui pose aucun problème de débourser ces 25 000 pour acheter la poubelle. Mais quand vous êtes dans une maison où il y a 10 ménages, comment ça va se gérer? Donc il y a un certain nombre de détails, mais il faut que l'État puisse voir dans quelle mesure on va subventionner davantage l'acquisition des poubelles. Est-ce que l'essentiel pour l'État, ce n'est pas d'avoir une poubelle homologuée à cette taille, à cette dimension devant chaque maison? Oui, moi je pense que l'essentiel, contrairement à vous de dire d'avoir une poubelle homologuée, c'est d'avoir un mécanisme beaucoup plus viable, beaucoup plus souple de collecte des déchets. Moi, je suis à Pakpa, je suis dans le 2e arrondissement de Cotonou. Contrairement à M. Soudé, moi, je bénéficie du ramassage gratuit des ordures. On est dessus sur ce plateau. Je tape quelquefois des parents, des proches dans mon alentour du fait que ça soit dans des sachets plastiques qu'on met les ordures au portail. J'ai suscité à la maison l'achat des sacs poubelles pour les mettre au portail parce que j'estime que nous sommes en train de faire une opération, nous sommes en train de marcher vers un progrès social et il faut davantage renforcer, améliorer notre cadre de vie et notre environnement. Donc, avoir des mécanismes, des systèmes qui permettent de collecter... Les sachets plastiques biodégradables, j'espère. Moi, je n'utilise pas de sachets plastiques aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, on a une poubelle au portail dans lequel on met les ordures. Mais je pense que nous devons aller vers une rationalisation du mécanisme de collecte des ordures. C'est vrai qu'il y a la polémique sur la poubelle homologuée. Moi, je pense que ça aurait été bien d'uniformiser un peu les poubelles. Il faut déjà uniformiser les poubelles, harmoniser les outils dans lesquels on doit mettre les ordures. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui lorsqu'on parle de poubelles homologuées. Peut-être que c'est le mot homologué qui fait d'abord peur, mais je pense que c'est dans le souci de rationaliser un peu le travail. Maintenant, sur la question du coût, moi j'ai fait une prospection sur le terrain, même sur le net, pour voir les poubelles qui ont été présentées comme des poubelles homologuées. Et quand je fais un rapport qualité-coût, je pense qu'il n'y a vraiment rien à dire. Maintenant, si je reviens sur la problématique soulevée par M. Soudé, la question de l'accessibilité financière de nos communautés ou de nos ménages à avoir ces poubelles,
je suis d'accord avec vous que de bonne foi, cette polémique devrait permettre aujourd'hui, non seulement au gouvernement, de repenser des mesures d'accompagnement, des mesures plus souples. Peut-être que si le délai qui est fixé, c'est un délai d'1 mois ou de 2 mois, voire par rapport au contexte social dans lequel nous sommes, faire en sorte que le délai puisse être beaucoup plus rallongé. Mais je pense, au-delà de tout, que nous avons besoin d'aller vers cela. Nous avons besoin d'éduquer aussi nos communautés à mettre en place des mécanismes de recyclage et de gestion beaucoup plus efficaces des ordures. Je pense que il faut déjà voir l'objectif, il faut devoir voir la vision de ce que nous sommes en train de ce qui est en train d'être fait. Maintenant, les mesures sociales, les mesures d'accompagnement pour faciliter l'accessibilité des ménages, tout ce dispositif pourra être discuté au regard de tout le débat ambiant. Les structures en charge de la mise en œuvre de ce projet aussi pourront voir, recueillir les préoccupations de bonne foi ou même de mauvaise foi de nos concitoyens qui lancent ce débat-là pour trouver dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, des propositions alternatives pour accompagner les ménages vulnérables ou à faible revenu qui ne pourraient pas être en mesure d'acheter aujourd'hui ces poubelles-là. Est-ce qu'au-delà de votre cas personnel, dans cet élan, parce que je pense que la gratuité du ramassage des ordures, même si on peut disons, penser qu'il y a certaines poches encore qui n'en bénéficient pas, mais est-ce que avoir des poubelles déjà qui facilitent le travail aux collecteurs, puisque apparemment quand vous avez lu le communiqué ensuite, tout ce qui a été dit, les explications les explications qui ont été données par l'entreprise en charge, c'est déjà pour faciliter la collecte des ordures, parce que quelque part ce n'est pas le travail des collecteurs de venir balayer, de venir mettre en ordre, de venir s'occuper de cela. Ils ont juste à prendre les ordures, les vider, s'en aller. Est-ce que ça ne participe pas quand même? Est-ce que le citoyen ne devrait pas, disons, donner un peu du sien, quitte à payer un peu? Parce qu'on ne demande pas aussi, dans une maison où il y a 7 chambres à louer, 10 chambres à louer, on ne demande pas à chacun d'avoir ces grosses poubelles-là. Est-ce que les gens ne peuvent pas se regrouper pour pouvoir avoir... Oui, c'est là toute la question. Non, je dis, chacun doit d'abord entretenir son environnement. Ça, c'est clair. Même si vous achetez une poubelle homologuée à 25 000 et que dehors, vous n'entretenez pas l'environnement immédiat de la poubelle, ça va poser un problème. C'est d'abord un problème d'hygiène, un problème de santé. Donc, que l'on ramasse ou que l'on ne ramasse pas, chacun, normalement, avait le droit d'assainir son environnement. Le devoir. Le devoir, oui, chacun le devoir. Parce que l'État ne dort pas dans nos maisons. S'il y a maladie, c'est nous qui chopons les maladies. Donc, je voudrais d'abord qu'il y ait un travail de sensibilisation. Parce que les gens pensent que bon, une fois que j'ai la poubelle homologuée, je suis en sécurité. Il y a une éducation à la citoyenneté. Parce que chacun, nous tous, nous faisons partie de l'État. Donc, ne disons pas que... C'est vrai, si moi, j'ai aimé cette affaire de ramassage, je suis resté quelque part dans le 7e arrondissement, où pratiquement tous les jours, je dénonçais. Si je vais sur un plateau, je dénonce, parce que vous allez voir, quand vous longez le long des collecteurs, vous allez voir que tout le quartier, pratiquement, les gens venaient déverser les ordures là, et ça faisait 1 semaine, 2 semaines, on ne les ramassait pas. Donc déjà, il y a une avancée. Mais il faut associer dans ce travail les chefs quartiers. Parce qu'il y a encore devant des maisons où, comme l'a dit mon contradicteur, vous constatez qu'on se lève le matin, il n'y a même pas de sachet, il n'y a pas de panier, il n'y a rien. On verse les ordures là, quitte au ramasseur de venir mettre tout en ordre. Non, nous devons, même si on achète la poubelle, on entretient. Et je crois que il faut sensibiliser, parce que les gens ne trouvent pas encore l'opportunité d'assainir leur environnement. On peut venir ramasser les ordures, mais on dégage la poubelle, on ne balaye pas, hein, c'est vous qui devez balayer. Ça, il faut qu'on le dise aux gens. Si vous jetez les ordures par terre, les collecteurs viennent, ils prennent seulement la poubelle, ils vident la poubelle, ils vous redéposent votre poubelle. Donc, tout ce qu'il y a par terre là, normalement, avant l'arrivée des ramasseurs, vous devez d'ailleurs tôt le matin. Chez moi, c'est à 6 h qu'on descend la poubelle, hein. Il faut descendre à 6 h. Avant de sortir, il faut descendre. Et quand vous descendez, il faut entretenir l'endroit. Mais ça ne se fait pas partout. Donc, comme j'ai dit, il faut associer les chefs quartiers par l'entremise des gongonneurs, qu'on sensibilise les populations. Qu'on sensibilise les populations. Dès que les populations seront sensibilisées et que l'État va trouver un mécanisme de financement pour alléger le coût d'acquisition des poubelles, je ne vois pas ce Béninois là soucieux de sa santé, soucieux d'avoir un environnement sain, ne pas acquérir. Parce que dès qu'on a dit du coup, fait 5 000, ouais,
ça fait beaucoup d'argent pour certaines personnes. D'aucuns ont commencé par mettre en parallèle la promesse du chef de l'État du mandat hautement social. On a vu un peu partout dans les caricatures, des journaux de presse. Voilà, est-ce que juste pour refermer ce sujet? Non, je pense que c'est de la bonne guerre. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut vraiment faire de la sensibilisation. Il faut vraiment qu'au niveau du ministère du cadre de vie, les structures qui sont en charge de l'éco-citoyenneté, les structures qui sont en charge de la communication puissent davantage renforcer les actions sur le terrain, les actions au niveau des communautés en impliquant les élus locaux, en impliquant les chefs d'arrondissement, en impliquant même au niveau des communautés, il y a des leaders d'opinion, il y a des leaders qui ne sont pas forcément des élus locaux, il faut les associer, comme je l'ai dit, c'est tout un mécanisme qu'il faut mettre en place. Je suis tout à fait d'accord avec cette polémique parce qu'à un moment donné, on a comme l'impression que les actions sont menées dans une chronologie, mais on ne le met pas tout dans un grand ensemble. Il faut tout mettre dans un grand ensemble. On a commencé par collecter les ordures de feu gratuitement. Il faut maintenant communiquer avec les populations, aller vers les populations. Mais les acteurs de la police sanitaire, les éléments qui sont au niveau du ministère du cadre de vie ou des structures d'éco-citoyenneté, il faut faire du porte-à-porte. Il faut aller discuter avec les ménages, écouter les préoccupations des ménages, les difficultés que les ménages ont, par exemple, dans la collecte des ordures ou des déchets déjà au niveau des ménages pour les envoyer dehors. Il faut discuter avec les ménages et trouver d'autres mécanismes. Je suis d'accord avec vous qu'il faut vraiment de la sensibilisation. Nous sommes dans un pays, nous sommes dans une communauté où la culture de la communication doit être axée sur la pédagogie. Il faut forcément être pédagogue. Il faut tout le temps reprendre à mettre les populations à comprendre. Sinon, les réformes bien pensées... les populations seront réfractaires. Exactement. Même si les réformes sont bien pensées, comme cette réforme, si ces réformes sont utiles, si les populations ne sont pas impliquées, si ne les associons pas à ça, si nous ne changeons pas avec elles. C'est aussi ça le social. Le social, c'est pas mettre l'argent, c'est pas donner de l'argent dans les ménages, mais le social, c'est que la population se sente aussi intéressée par ce que vous êtes en train de faire pour accompagner les réformes. Justement, vous êtes acteur politique. Sur ces sujets-là, ça c'est une question qui vient de me venir. Sur ces sujets-là, pourquoi ce serait seulement du rôle de l'État de cette société de faire de la communication? Les partis politiques servent à quoi? Est-ce que c'est juste des grands sujets, disons, politiques, que les partis politiques doivent se saisir de ça? Parce que sur ces grandes polémiques, on ne les entend pratiquement pas. Non, vous n'entendez pas les partis politiques parce que les partis politiques ne sont pas dans l'exercice. Ils ont des maires. Oui, ils ont des maires. Oui. Et l'exercice du pouvoir qu'ils ont en ayant des maires, c'est de responsabiliser davantage les maires à accompagner les actions du gouvernement. Si vous avez des partis politiques comme notre parti qui accompagnent les actions du gouvernement, vous allez voir que la plupart des maires qui sont de notre parti politique sont ancrés dans un certain nombre d'actions du gouvernement. Je vais vous donner un exemple, le maire de Boycon, c'est le maire Rufino d'Almenda, c'est un maire du bloc républicain. Vous voyez tout son engagement aujourd'hui à accompagner les réformes du gouvernement dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie. Oui, moi je parle de ces sujets-là Oui, mais ces sujets-là sont abordés à l'intérieur du parti. Il y a des sections de renforcement de capacité, des sections d'accompagnement, d'orientation en direction des acteurs politiques qui sont à des postes de responsabilité pour les mettre en œuvre sur le terrain. Au-delà de cela, il y a beaucoup de creuset dans les partis politiques au sein du BIA, par exemple, autour desquels nous discutons sur un certain nombre de questions de développement, des questions de santé, des questions d'environnement. Oui, est-ce que cette question ne se pose pas parce qu'on voit ailleurs dans les grandes démocraties? Oui, ce n'est pas seulement au sein de votre parti que vous devez faire le travail. Vous devez participer à l'éducation de la population. Parce que c'est ça aussi, si vous êtes appelé à gérer le pouvoir, il faut que vous ayez des citoyens modernes. Moi, je voudrais il faut que... Oui, c'est l'éducation de nos militants. Il faut que... Non, il n'y a pas que vos militants. Il y a ceux qui... Vous êtes appelés à aller chercher d'autres militants. Donc, moi, je souhaiterais que ce soit les grands partis. Hein. Nous avons au total 14... Même les partis de l'opposition. Ou 15 partis au Bénin. Ils peuvent descendre sur le terrain, sensibiliser les populations. Parce qu'au-delà de la politique, où on se donne des coups bas, mais le développement socio-économique de notre pays, ça passe aussi par cette étape-là, dire aux populations quel intérêt nous avons à adhérer, par exemple, à cette réforme du ramassage des ordures, quel intérêt nous avons à entretenir notre cadre de vie, quel intérêt nous avons à entretenir les édifices construit par l'argent du contribuable. Parce que si les populations, si les hommes politiques appelés à gérer ce pays n'arrivent pas à sensibiliser et à communiquer autour, on peut être contre le chef de l'État, on peut être contre la politique en place, mais quand le système en place pose des actes positifs, tout homme politique appelé à gérer ce pays doit pouvoir accompagner ce qui se fait. Ouais, parce que cet accompagnement-là, on ne le voit pas sur le terrain. Le faire au sein de vos partis, au sein de vos différentes cellules, et ceux qui ne font pas de la politique. Le problème, c'est que nous risquons, ne confondons pas les rôles de différents acteurs. Nous sommes dans un état où chaque acteur joue son rôle.
et le rôle des partis politiques est connu. Ce n'est pas le parti politique qui va faire des porte-à-porte pour demander à des gens de prendre un certain nombre de mesures. Le parti politique, à travers ses idées, à travers ses propositions, les met au profit des organes de gouvernance à différents niveaux. Les partis politiques font des propositions, par exemple, sur la question de l'environnement. Les partis politiques font des propositions sur la question de l'environnement, le mettent au profit du gouvernement. Mais les partis politiques font du porte-à-porte pour qu'on vote pour leur candidat. Dans une période donnée, nous faisons du porte-à-porte. Mais la mission que vous tentez de donner aujourd'hui aux partis politiques, au risque de me faire taper sur le dos, ce n'est pas la mission première des partis politiques. Interpellons les associations de la société civile. Interpellons les élus locaux. Il y a des ONG qui travaillent. Il y a des ONG qui travaillent sur les thématiques de l'environnement. Il y a des ONG qui travaillent sur les thématiques. Demandons-leur d'être beaucoup plus actifs sur le terrain. C'est pas la vocation première des partis politiques. Je pensais passer à l'autre sujet, mais je vais insister là-dessus. On voit en France, aux États-Unis, même en Afrique, en Afrique du Nord, si le prix du pain augmente aujourd'hui, que ce soit les partis de la mouvance ou les partis, on les voit monter au front. Ce n'est pas juste des propositions, on les voit monter au front. Ceux qui sont dans la mouvance, certainement, défendent publiquement le gouvernement ou font des propositions. Ceux qui sont dans l'opposition, s'ils jugent l'action, sur des questions sociétales, on l'a vu en France avec les gilets jaunes, le prix du gasoil, ainsi de suite. Attendez que des questions sociétales qui suscitent l'intérêt ou qui nécessitent que les partis politiques... Alors la question des poubelles, la question des 25 000, je suis sur un plateau en tant qu'acteur politique. On va passer. La question des 25 000, je suis sur le terrain en tant qu'acteur politique parce que les partis politiques ont un cadre d'expression. Le cadre d'expression des partis politiques hors période électorale, nous les connaissons. Le cas d'expression des partis politiques hors période électorale, ce n'est pas les porte-à-porte. Mais je n'ai pas encore vu de façon officielle. Oui, mais de façon officielle, vous avez un acteur politique. Je n'ai pas encore vu. Il fait le travail. Vous avez un acteur politique. On va passer. Un communiqué des partis politiques ou bien pour dire que la proposition faite aux populations par le gouvernement est une bonne proposition. Je n'ai pas encore vu un parti politique monter au créneau pour me dire ça, ce n'est pas bon. Nous, on aurait souhaité qu'on procède de cette façon. Ça viendra un jour. Ça commence aujourd'hui. Voilà. On va passer au sujet suivant. La révocation du maire de Bonne-Terre s'est passée en Conseil des ministres, conformément au test, conformément à la loi. Révocation du maire sans commentaire, ou est-ce que il convient d'en dire quelque chose? Non, je pense que cela rentre dans le cadre des réformes que nous avons entreprises dans ce pays, de lutter contre l'impunité, de demander à chacun d'être mis face à ses responsabilités. Vous avez eu l'occasion de lire tout ce qui a été reproché au maire. J'ai lu même quelque part des éléments d'insubordination vis-à-vis de l'autorité parce qu'il a été appelé une ou deux fois par l'autorité, il n'a pas répondu. Je pense que quelles que soient nos convictions politiques, quelles que soient nos positions politiques, lorsqu'on arrive à un pot de responsabilité, il faut aller au cœur de la loi, il faut respecter les principes et les obligations que nous avons. La révocation du maire, ce n'est plus nouveau dans notre pays. On a des maires qui ont été révoqués pour des fautes lourdes. Celui-ci aussi est révoqué pour des fautes lourdes. Je n'ai pas encore vu se prononcer sur la question. Mais je pense que ceux qui ont eu le pouvoir de révoquer ce maire ont eu les raisons de le faire. Ils ont estimé que les fautes étaient tellement graves et qu'il ne fallait pas continuer avec ce maire-là. Non, écoutez, le maire Laourou ne sera pas surpris de sa révocation. Il sait qu'on va le révoquer parce que dans tout pays, il n'est pas un maire de la mouvance pour qu'on le fasse cadeau. Et moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tous les maires de la mouvance ne sont pas révoqués. Je ne sais pas si. Parce que je dis, nous sommes purement dans le cadre administratif. Oui. Je n'ai pas lu quelque part qu'on lui aurait adressé une demande d'explication à laquelle, parce que quand on dit refus de collaboration avec les forces de sécurité, quand votre hiérarchie constate que vous constituez un handicap à l'évolution des enquêtes, on vous flanque une demande d'explication. Il y a quand même la procédure administrative. Moi, je ne sais pas personnellement si cette procédure administrative a été respectée. Si la procédure a été respectée, qu'on a suivi les différentes étapes de la procédure administrative, ok. Le maire lui-même, en prenant le risque, parce qu'on a des refus de collaboration, absence de collaboration avec les forces de sécurité, refus de rendre compte à l'autorité. Donc, oui, et absence prolongée du poste sans raison. Oui, sans raison. Bon, si entre-temps, parce que pour ce que je sais, quand ça se passe comme ça, c'est qu'il y a des étapes dans l'administration, on vous envoie une demande d'explication. Si vous répondez que celui qui vous a adressé la demande d'explication n'est pas convaincu de votre réponse, il vous balance une autre.
tout compte fait, le maire, en faisant ce qu'il a fait, savait. Il sait, puisqu'il connaît les textes qui régissent la décentralisation, il savait ce à quoi il s'attendait. Mais malheureusement, moi, ce qui m'a un peu perturbé dans ce dossier, le maire, je crois qu'il est FCBE. Je n'ai pas vu les responsables du parti politique, la FCBE, dire le moindre mot sur cette situation-là. C'est dangereux quand même dans un pays où vous êtes parti politique de l'opposition, reconnu par les tests, et vous avez un leader. Un de vos maires se trouve en difficulté, un de vos maires a été révoqué pour insubordination, pour absence de collaboration. Mais je n'ai pas vu le président Moumpé pondre un communiqué au nom de la FCBE pour peut-être fustiger ou bien pour expliquer les conditions dans lesquelles un de ses administrés a été révoqué. Mais malheureusement, c'est pas possible. Nous sommes dans un état où les rôles sont clairement définis. Depuis qu'il a été les tests lui permettent d'être le leader de l'opposition, on a touché à un de ses membres. Il devrait se prononcer, mais malheureusement, c'est l'omerta, c'est grave. Ça ne rassure pas les autres maires issus de son parti politique. Ils vont se dire, mais dès que nous allons nous retrouver dans une situation pareille, est-ce que nous aurons le soutien de l'instance fêtière de notre parti? Parce que moi, j'ai cherché, j'ai fouillé. Bon, mais même quand la loi est claire et limpide. Non, quand la loi est claire et limpide. Mais ça, c'est pas de commentaire. Non, mais le parti politique peut saluer et cet acte. C'est comme pour les 25 000. Et recommander à ses autres membres de respecter les principes qui régissent la décentralisation. Ce n'est pas interdit. Ça, c'est ça que chacun joue son rôle dans la société. Parce que le silence de ce parti-là amène à se poser des questions. Je ne dis pas que forcément il faut parler pour dénoncer ce qui est fait. Parce que vous parliez de cadeaux tout à l'heure. Mais oui, écoutez, un régime qui cherche à avoir tous les maires avec lui, c'est pas la première fois. Vous savez, sous le régime de Bouniaï, il y a eu une vague de destitution, on disait gestion solitaire, c'est gestion solitaire. Et puis on a sauté un certain nombre de maires. Moi, je ne vais pas sur ce terrain, mais je dis le parti politique du maire devait réagir. La réaction peut être positive comme négative, mais on devrait réagir et sensibiliser les autres maires qui restent, parce que je crois qu'il restait 6. Il restait 6, lui il est parti, il reste 5. Il faut quand même rassurer les 5 autres pour dire, si vous voulez être de bons maires, respectez les principes de la décentralisation, lisez les tests qui ont permis votre élection. Mais autre chose, vous savez, le maire de Banté, c'est difficile. Nous sommes au Bénin, nous sommes en Afrique. C'est difficile à... Vous qui êtes là, il vous sera difficile un jour, si vous devez livrer entre votre frère, il vous sera difficile, on va dire, entre l'État et votre frère, qui allez-vous choisir? Le maire, refus de collaboration avec les forces de sécurité, c'est-à-dire aider les forces de sécurité à savoir qui sont ceux qui ont été impliqués dans les actes de violence. Nous avons encore cette culture-là en Afrique, au Bénin, de protéger les nôtres, de ne pas pouvoir... Les gens préfèrent perdre leur travail que de livrer leurs frères. C'est ça la sociologie que nous développons en Afrique et surtout au Bénin. Quand votre frère est en faute, personne ne veut porter sur lui la responsabilité de dire c'est Loukman qui a fait. Parce que le regard de la famille ne va pas vous permettre, ne va pas vous pardonner d'avoir livré votre frère. Il y a aussi il faut tenir compte de ces réalités sociologiques quand nous voulons prendre des décisions. Oui, je suis tout à fait content de savoir que vous avez semblé dire que le maire devait s'attendre à cette révocation au regard des actes ou des comportements qu'il a eus. Donc cela me fait dire que cette révocation est justifiée. Vous avez parlé de la procédure. S'il est à un moment donné le maire ou son parti estime que la procédure administrative n'est pas respectée, nous sommes dans un état de droit, ils ont les voies de recours, ils pourront exercer des recours à divers niveaux pour pouvoir se faire respecter. Le dernier élément, vous avez indexé le parti FCBE. Je ne viens pas défendre le parti FCBE, mais je suis davantage content quand je vous suis pour dire que nous devenons de plus en plus exigeants vis-à-vis de nos partis politiques. C'est déjà bon que cette exigence vis-à-vis de nos partis politiques soit portée sur la place publique comme on est en train de le faire. Que ça, on a réincriminé tout à l'heure les partis de la mouvance qui ne se prononcent pas sur des questions de développement comme la question... Pas que la mouvance, hein, on parle maintenant d'un parti d'opposition qui ne se prononce pas sur la révocation d'un de ses maires. N'oubliez pas que nous sommes encore dans un processus et que la plupart de ces partis sont des jeunes partis
pendant qu'ils s'exercent aux réalités. Jeune parti contenant des vieux briscards de la politique. Le vieux briscard de la politique ne fait pas l'entité. Il a une expérience qui met au service de l'entité. Mais nous avons de jeunes partis politiques qui, en s'exerçant à la réalité, en écoutant les exigences des citoyens, des observateurs, des personnes averties comme vous et moi, pourront à un moment donné rentrer dans les moules et se donner cette portion-là. Espérons que dans quelques jours, dans quelques semaines, les partis FCBE qui se réclament vraiment un parti de l'opposition puissent se prononcer et montrer vraiment qu'ils constituent vraiment une alternative crédible pour ce pays-là. Moi, je pense que nous sommes encore exigeants de nos partis, ça, le travail va se faire. Le dernier élément, la révocation du maire, c'est qu'à un moment donné, il y aura un processus de réélection d'un maire ou de redésignation du maire. Et à moins que je me trompe, les forces politiques émergentes restent encore majoritaires dans cette commune-là. Donc, c'est peut-être des tractations politiques, peut-être des stratégies politiques, peut-être qu'ils décident de ne pas se prononcer pour ne pas s'exposer, parce qu'ils sont encore en droit de réclamer, au regard des résultats qu'ils ont, du nombre de conseillers qu'ils ont, de réclamer aussi que le maire provienne de leur parti politique. Il y a des réalités politiques comme pas des réalités sociologiques, il y a aussi des réalités politiques que nous ne maîtrisons pas forcément au sein des partis politiques. Voilà qui clôt ce chapitre. Nous allons aborder dans quelques minutes le sujet sur les réformes annoncées dans le secteur de la décentralisation. Mais avant, je voudrais qu'on revienne sur le premier sujet, l'histoire de la poubelle. Pour sortir un fait, est-ce que c'est normal, puisqu'on indexait les partis politiques tout à l'heure, mais on peut dire aussi que la société civile a été muette. Est-ce que ce n'est pas une anomalie que la société civile soit plus audible sur des questions, on va dire, politiques, que sur des questions qui touchent directement à la vie des citoyens? Je vais peut-être vous choquer par ma réponse. Moi, personnellement, Alphonse Maurice Touré, je ne sais pas s'il y a encore au Bénin une société civile. Moi, je me pose la question. Est-ce qu'il y a encore une société civile? Parce que c'est la société civile qui ne se prononce que sur les questions politiques. Moi, ça ne m'intéresse pas. La société civile s'intéresse à tout. C'est un ensemble. On a vu que d'année en année, la société civile se meurt. La société civile, j'utilise l'expression, elle a été éteintée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de tête. Quand, pour moi, on parle de société civile, c'est quand on est à l'approche des élections. Moi, ça, c'est mon constat, que j'entends parler de société civile. Mais quand les élections passent, cette question, par exemple, sensibiliser les gens sur, je parle pas dans le cas de la Covid-19, la société civile devait prendre ce combat-là à bras le corps. L'assainissement de notre environnement, la société civile, parce que je crois savoir qu'ils ont des financements pour fonctionner. Ils devraient. Ce n'est pas seulement les questions politiques qui nous intéressent, mais les questions de santé publique. Ça, c'est une question de santé publique. Ramasser les ordures à temps, c'est une question de santé publique. Parce que si on doit ramasser en 24 heures, on ne ramasse pas. La société civile doit pouvoir expliquer aux populations, en acquérant ces poubelles-là, c'est d'abord pour notre propre sécurité, parce que nos ordures ne vont plus traîner dans nos maisons, on n'aura plus de grosses mouches autour de nos poubelles, on pourra manger sain, on pourra dormir en paix sans être piqué par les moustiques. Il faut que la société civile, et quand je parle de société civile, nous avons les religieux. Il faut que dans les églises, dans les mosquées, on en parle. Moi, je ne sais pas si, aujourd'hui, je suis sur le plateau, je ne sais pas si dans les églises, on va sensibiliser les populations. Je ne sais pas si, avant-hier, à la mosquée, c'est ça aussi le rôle. Il ne faut pas toujours dénoncer ce qui est mauvais, il faut encourager et ce qui est bon et sensibiliser les populations à adhérer aux réformes. C'est ça aussi le rôle de la société civile. Oui, je pense que nous méritons de faire un débat sur la classification de la société civile. Nous avons des organisations de la société civile qui s'intéressent sur les questions de gouvernance, de démocratie et d'élection. Malheureusement, c'est ces organisations qu'on voit beaucoup plus face aux médias. C'est ces organisations que nous voyons beaucoup plus dénoncer, critiquer lorsqu'il y a élection ou parler de liberté de presse. Il y a un grand lot d'organisations de la société civile qui travaillent sur le terrain, qui sont au niveau des communautés. Qui se donnent de la visibilité alors? Non. Oui, peut-être que c'est ça, je dis, ils n'ont pas de la visibilité, mais qui ont de l'impact sur le terrain. Vous avez parlé de la Covid, vous ne savez pas le nombre d'organisations de la société civile qui ont fait des porte-à-porte dans les villages, dans les ménages. Parfois même sur fonds propres, parfois même en recherchant des financements extérieurs aux organisations pour faire le travail, pour amener les populations à comprendre la nécessité de respecter les gestes barrières. Ces organisations-là ont forcément un problème de visibilité. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il faut un travail sur le terrain, sur les questions d'environnement. Moi, je connais des organisations de la société civile qui sont sur les questions d'environnement et qui se préparent dans certains jours à mener des actions sur un certain nombre d'autres questions. Au-delà de la question de la poubelle, vous avez parlé des questions des caniveaux.
Moi, j'ai été associé il y a quelques jours à travailler avec une organisation de la société civile locale, purement constituée de jeunes béninois, qui a fait un travail de prospection pour voir un peu comment est-ce que les caniveaux sont entretenus à Cotonou. Et ils vont monter dans quelques jours faire des propositions sur ça. Donc, il y a des organisations de la société civile qui travaillent, qui cherchent l'impact sur le terrain plutôt que la visibilité. Maintenant, on peut leur reprocher de ne pas être très très visible. On attend que ces organisations-là aussi se prononcent. Et un dernier élément, je pense que je suis un produit de la société civile, mais j'ai toujours dit qu'il y a un certain nombre de réformes encore à faire au niveau de la société civile. Votre première phrase qui dit que la société civile a été tétanisée, elle est absente, c'est parce qu'à un moment donné, on manque aujourd'hui de leadership au niveau de la société civile. On manque de personnalité, on manque d'image, de messages clairs au niveau des acteurs de la société civile. Et il y a un travail qui doit être fait au niveau des acteurs de la société civile en donnant davantage plus de place aux acteurs des organisations qui sont sur les questions de développement, des questions de santé, d'environnement. Il y a des ONG qui travaillent sur les questions d'employabilité, qui renforcent les capacités des jeunes déscolarisés dans des communes, dans des villages. Il faut donner beaucoup plus d'espace public. C'est aussi le rôle des acteurs des médias, d'inviter ces organisations-là aussi à offrir davantage de creusets plutôt que de donner tout le temps la place aux ONG qui viennent parler des questions de gouvernance, de démocratie, de lutte contre la question. D'autres aussi ont besoin de parler. Mais merci vous êtes habile, vous avez su habilement nous renvoyer la balle. Bon, ça fait, on est à égalité. Bon, maintenant nous allons revenir sur la réforme annoncée dans le secteur de la décentralisation et de la gouvernance locale. Le tableau dépeint en Conseil des ministres par le ministre en charge est funeste. On parle d'incompétence, de politisation de l'administration, des plans budgétaires qui sont inefficients. Donc tout est à refaire de ce côté-là. Quand on a commencé avec l'élection des maires, des communes, de 77 communes, il y avait des tests. Normalement, au fil des années, il faut tenir compte des nouvelles réalités. Et je crois que ces réformes-là viennent à point nommé parce qu'on va faire le point de la marche du Bénin dans la décentralisation. Quels sont les acquis? Quelles sont les choses à corriger? Parce que dire que ces lois-là ne sont pas perfectibles, c'est une erreur. On a vu sur le terrain que c'est vrai que dans certaines mairies, c'est la politisation à outrance. Et même dans la désignation des maires, ce n'est pas la personne la plus capable techniquement de diriger la mairie. Oui, pour la mairie, c'est un poste politique. Donc, non, voilà. Après, il y a une administration. Non, si le maire veut politiser son administration, vous ne pouvez pas le dire le contraire. Parce que c'est lui le chef, c'est lui qui dirige. Donc je dis, il faut désormais corriger ces tests-là. Il faut peut-être organiser les états généraux sur la décentralisation et inviter ceux qui ont été au moins une fois maire, que chacun apporte sa part d'expérience. Et là, on va capitaliser les expériences pour pouvoir corriger les tests. Parce que si on n'arrive pas à capitaliser les expériences faites par les uns et les autres, on ne pourrait pas corriger les textes. Oui, je précise que par rapport à ce que vous venez de dire, ce qui a été dit en Conseil des ministres, c'est de mettre le Conseil des ministres a instruit le ministre de la décentralisation de procéder à la mise en place d'un comité qui sera chargé de la réforme avec 2 experts nationaux et un expert international. Voilà, pour préciser le cas. Je suis d'accord. Même avant que l'expert reste l'expert, l'expert reste l'expert, et l'expert ne peut pas maîtriser toute l'expérience. Moi, je dis ceux qui ont vécu, ceux qui ont géré, surtout les premiers maires, ceux qui ont vécu, ceux qui ont géré, ceux qui ont été confrontés à la réalité du terrain. Même si j'aurais aimé qu'on fasse des états généraux, qu'on soumette le rapport de ces états généraux-là aux experts. Parce qu'il faut partir de la pratique. Il faut aller au-delà de la théorie. Il y a des gens qui sont allés sur le terrain, qui ont travaillé, qui ont été confrontés aux réalités, qui en son temps n'ont pas pu avancer parce qu'il y avait des goulots d'étranglement. Donc il faut associer tout cela. C'est pourquoi j'ai dit états généraux de la décentralisation. Tout celui qui a été une fois maire depuis qu'on a enclenché le processus, il faut l'inviter, il va apporter sa part de contribution. Oui, mais est-ce qu'on a besoin d'états généraux pour signifier par exemple qu'il faut un commissaire au compte? L'expert international, il va parler. Non, moi je ne vous parle pas. Non, je parle de pas un exemple. Il va parler dans le cadre général, il va parler du cas théorique. Ici, nous sommes sur le cas pratique. La gestion de la décentralisation au Burkina n'est pas la même chose qu'au Bénin. Oui, ce n'est pas la même chose qu'en France. Donc, il faut partir des acteurs locaux. Avant de revenir à Loukman, non, je vous pose une question pratique par rapport à ce qui a été énoncé dans le Conseil des ministres. Je vous demande, est-ce qu'il faut des états généraux
pour faire comprendre à l'administration de nos mairies, de nos communes, qu'il faut un commissaire aux comptes pour certifier les comptes de la mairie. Non, non. Je suis, voilà, il y a des maires qui avaient remarqué cette absence-là. Il y a des maires qui avaient, mais politiquement, on n'avait pas les mains libres pour le faire. Vous savez qu'on avait dit les fonds FADEC. On a dit que les gens ont fait yo-yo avec le fonds FADEC. Si on n'a pas pu désigner un commissaire au compte, est-ce que c'est pas pour ne pas mettre à nu la gestion de quelqu'un, ses soutiens politiques, peut-être pour leur dire attention, c'est un des nôtres, ne l'exposez pas. Donc il y a des réalités politiques, donc il faut faire des états généraux. Moi je tiens à ça. Le Conseil des ministres est allé sur un terrain. On peut améliorer ce que le Conseil des ministres a proposé pour plus d'efficacité et d'efficience. Pour compléter ma question, on a pu remarquer ces dernières années, par exemple, que la collecte dans le Grand Lukwe, par exemple, la collecte des ordures solides ménagers, par exemple, le rôle dévolu avant aux mairies a été récupéré par en tout cas, est assumé maintenant par une entreprise, une agence autonome. L'électrification de nos rues a été dévolue à la BEM, ainsi de suite. Est-ce que déjà l'État n'avait pas pointé du doigt l'inefficacité, c'était pas les signes avant-coureurs de la réforme qui s'annonce? Non, nous reconnaissons tous que la décentralisation telle que nous l'avons mise en œuvre au Bénin pendant un certain nombre d'années, plus d'une décennie, balbutie et qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut corriger au niveau de la décentralisation. L'incompétence, même au niveau de l'administration des municipalités, vous rentrez dans des municipalités, vous voyez la première personne qui vous reçoit a du mal à s'exprimer, a du mal même à répondre à vos problèmes. On appelle de la politisation de l'administration. On a ce jargon qui vient tout le temps dans nos municipalités. Chaque maire vient avec son équipe. L'administration politique. Quand vous prenez les plans de développement communaux, vous prenez même les budgets des municipalités. Quand vous faites un exercice de traçabilité au niveau de ces budgets, vous vous demandez est-ce que ceux qui ont participé au processus d'élaboration du budget ont vraiment des ressources compétentes pour vraiment aller vers cette planification. Des questions de corruption. On a vu des mecs qui ont été déchus. On a vu des mecs qui solitaires. On a même vu des mecs qui sont allés en prison parce qu'il y a une mauvaise gestion des municipalités. Il y a un certain nombre de problèmes qui aujourd'hui minent le processus de décentralisation et cela mérite des réformes. Maintenant, la mise en place d'un comité, oui, je suis d'accord qu'on mette en place un comité soit de 2 nationaux et d'un expert, mais que ce comité d'experts puisse avoir un cahier de charge clair, une méthodologie de travail claire. C'est là où je suis d'accord avec M. Oui, Soudé. Non, les axes du travail ont été clairement énoncés en Conseil des ministres. Je suis d'accord avec M. Soudé qui dit qu'il faut que nous nous asseyions pour faire le bilan de la décentralisation. Ça peut ne pas être un état général, ça peut ne pas être des états généraux plutôt, ça peut être des processus de consultation. Le comité d'experts peut faire des consultations, identifier un certain nombre de personnes qui ont déjà eu cette expérience dans la décentralisation, des gens qui ont eu des difficultés, qui ont peut-être des mecs qui ont été déchus à un moment donné. Écoutez ces gens-là pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'ils étaient peut-être trop rigoureux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut faire des consultations. Il faut aller vers les partis politiques pour dire aujourd'hui au sein des partis politiques, puisque c'est les partis politiques qui donnent des candidats. C'est des partis politiques qui donnent les maires. Il faut écouter les partis politiques. Peut-être qu'il y a des propositions au niveau de ces partis politiques qui ne sont pas perçues par les acteurs au niveau. Il faut aller vers les communautés. Parce que les maires administrent. Les maires sont des autorités d'une communauté. Il faut aller vers les communautés. Il faut écouter les femmes. Il faut écouter le conducteur de taxi-moto. Il faut écouter le mécanicien. Je pense que on est aujourd'hui d'accord. À ce rythme, on écoute tout le monde. Oui, il faut écouter tout le monde. C'est une consultation générale qu'il faut faire. Et il reviendra. Alors, c'est le rôle d'un expert d'écouter tout le monde, de faire de la revue de littérature, de faire des sondages. Et c'est quand on finit de faire ça qu'on met sur la table son expertise. Voilà. J'ai entendu tout le monde. J'ai vu des réalités, des gens partager leurs réalités, j'ai lu. Nous, en tant que 3 experts, 2 nationaux, 1 international, voilà ce que nous proposons. Mais si c'est des experts qui vont rester dans des bureaux à Cotonou pour proposer quelque chose, je pense qu'on aura échoué. Et je pense que les partis politiques qui ont des représentants au niveau du gouvernement, en l'occurrence les partis du Bloc républicain, de l'Union progressiste, doivent... Et du PRD. Et du PRD. Oui, et du PRD. Parce que c'est les faits. Ce sont les faits. Encore que le ministère de la décentralisation est au PRD. Voilà. Donc je pense que les partis politiques doivent faire un lobby pour que nous ne ratons pas encore cette occasion de revoir notre décentralisation. C'est vrai que les réformes sont urgentes, les réformes qui sont utiles, mais trouvons la méthode. C'est déjà un premier pas, la volonté y est,
d'aller vers des réformes au niveau de la décentralisation. Asseyons, nous trouvons la méthode vraiment pour le faire. Moi, je ne suis pas contre le recrutement ou la Non, il faut même de... dire que certaines populations seront même contentes. Parce que la façon dont certains maires ont géré les ressources de la mairie, parce que le maire vient avec son équipe. Il peut venir de Cotonou sur le terrain, il vient avec son chauffeur, machin, tout, et sur le terrain, c'est autre chose. Il y a des maires à un moment donné, bon, déboursé de leurs propres poches pour réaliser des actions. Est-ce que c'est autorisé? Moi, je me suis fait taper de faire un atelier que les téléspectateurs m'en excusent quand j'ai dit à un atelier avec des maires, j'ai comme l'impression que les maires ne connaissent pas leur rôle. Ça veut dire qu'il y a tout un travail aussi à faire. Définir le cahier de charge. Et c'est là que le rôle des partis politiques. Oui, définir le profil de celui qui sera. On ne parlera pas en même temps. Oui, le profil de celui qui sera maire. Il faut désormais. Parce que ce n'est pas un profil politique. Moi, j'ai dit, en matière de développement local, on ne parle plus de politique. On parle de compétences, on parle de technicité. Si vous prenez un homme politique qui, en matière de décentralisation, ne maîtrise rien, qui n'a même pas lu, il y a des maires, qu'on m'en excuse, qui n'ont même pas lu les tests qui régissent la décentralisation, c'est pas normal. Donc, je suis d'accord pour qu'on fasse les réformes. On fait les réformes pour faire mieux. On fait les réformes pour corriger les erreurs. On fait les réformes pour tracer de nouvelles pistes. On ne peut pas tracer de nouvelles pistes sans rencontrer ceux qui ont été les bénéficiaires de la décentralisation, ceux qui ont géré la décentralisation. Il faut faire une lecture croisée des expériences. C'est sur ça que l'expert va travailler. L'expert ne peut pas rester dans un bureau climatisé. On pourrait vous dire que le temps presse. Vous avez les travaux d'asphaltage. Les mairies devront en assumer la gestion bientôt pour les rues, les marchés, ainsi de suite. Les gens savent comment ils peuvent déployer des équipes sur le terrain pour aller très vite. Si on ne demande pas à l'expert lui-même de descendre, mais il y a des équipes, il y a des gens des gens qui sont formés qui vont faire les enquêtes de terrain. Chacun dépose son rapport, on dépouille les rapports, on fait une lecture croisée, on verra qu'il y a des problèmes qui sont communs à toutes les 77 communes. Donc à partir de ça, à partir de ce postulat-là, on va essayer de revoir les choses. Parce qu'on ne peut pas faire la réforme tout de bras, c'est aller étape par étape. Il y a des cas criards, il y a des choses. Vous avez parlé de commissaire au compte. D'abord, dans l'élaboration du budget, les maires ne savent pas élaborer le budget. Peut-être on fait venir quelqu'un, on l'enferme, il fait le budget, bon, et puis celui qui est chargé de gérer le budget, il ne sait même pas comment on gère un budget. Et puis bon, tout ça là, c'est de la politique. Il faut qu'on apprenne aux gens à dépolitiser et la gestion des mairies. Sinon, les mairies, quand on parle de mairie, on parle de développement. Le développement, c'est pour le bien-être de la population. C'est pas pour donner de la visibilité à son parti politique, mais c'est que les actions, les sommes déboursées, les projets négociés par le gouvernement central devraient être visibles sur le terrain. Si le maire qui est là n'est pas capable de faire ce rôle-là, dégager le botter lui à la touche, prenez quelqu'un de compétent pour faire le travail. D'ailleurs, on parle des capacités, d'améliorer les capacités de mobilisation de ressources à la base. Oui, c'est pour ça. Avant, ça se faisait de façon anarchique, les processus de jumelage. Oui, chacun se lève, chacun se lève. Après, on ne sait pas exactement qu'est-ce que la mairie gagne, à part souvent quelques salles de classe ici et là, quelques puits. Mais voilà. Non, je pense qu'il est important de coordonner tout cela. Et vous êtes revenu sur la question de renforcement de capacité, des compétences. Parce que même pour aller mobiliser des ressources internes, il faut avoir les compétences. Il faut être capable de savoir, de faire une cartographie des sources potentielles de mobilisation de ressources à l'interne pour pouvoir mobiliser ces ressources à l'interne. Quand vous voulez aller mobiliser des ressources à l'externe, quels sont les partenaires potentiels, quels sont les risques, il faut faire une analyse SMART vraiment des partenaires. C'est pour ça... faiblesse. Exactement, c'est pour ça aujourd'hui, les partis politiques ont une responsabilité, non seulement de formation, de coaching, d'accompagnement des maires. Au niveau du bloc républicain, qui vous souviennent, lorsqu'on a fini l'élection des maires, les maires ont été regroupés. Il y a eu tout un travail qui a été fait pour amener les maires dans la mission républicaine qui est la leur. Aujourd'hui, au niveau du bloc républicain, les compétences qu'il y a au niveau du parti sont mises à la disposition des maires qui, quelquefois, ont des difficultés, on les accompagne pour leur montrer comment est-ce qu'il faut aller vers un développement local, comment est-ce qu'il faut aller vers une gestion efficace des ressources, parce que ce n'est pas plaisant aussi pour un parti politique d'entendre qu'un maire qui a été élu sous sa bannière a été déchu pour malversation financière. Donc au niveau des partis politiques, nous faisons déjà ce travail. C'est pour ça que nous disons aujourd'hui que pour aller vers la réforme, pour aller vers les réformes au niveau de la décentralisation, les partis politiques doivent être impliqués aussi. Les acteurs de la société civile qui sont au niveau des populations, qui accompagnent les municipalités aussi doivent être accompagnés. Le comité d'experts doit écouter tout le monde pour faire son travail. Voilà, nous allons finir avec un autre sujet, la nomination des préfets. Orula qui vient mettre fin au long intérim du préfet Kodia dans le littoral, le Moelle Bénin du DBN qui ont été contentés.
Qu'est-ce que vous en pensez Non, de je ce crois déploiement? que le chef de l'État a choisi les hommes de confiance parce que un préfet, ce n'est pas n'importe qui. Il faut d'abord qu'il ait la force de mobilisation pour pouvoir travailler. Il faut qu'il ait la confiance du chef de l'État pour faire un travail. C'est vrai que, bon, certains auraient souhaité que ce soit des administrateurs civils, mais j'ai dit, nous sommes sur un terrain politique. Je ne sais pas si dans les tests, ça a été marqué expressément qu'il faut prendre des administrateurs civils, mais ce qui est sur le chef, on ne peut que travailler avec des gens qui ont la confiance. On ne peut pas mettre la tête d'un département comme le littoral, quelqu'un à qui on n'a pas confiance. Parce que, vous savez, l'ancien préfet, Toboula, nous avons vu comment il a géré la préfecture. Il y avait des grincements dedans. Aujourd'hui, le chef a nommé d'autres personnes. Et il revient à ces personnes-là de prouver sur le terrain qu'ils ont les aptitudes de gérer. Et nous dirons, ce que nous avons dit demain, nous dirons la même chose des préfets. Il faudrait que sur le terrain, les instances qui doivent être installées pour permettre aux préfets de bien gérer soient installées. Les compétences qui doivent être exploitées pour que les préfectures soient gérées, qu'on le fasse. Qu'on ne fasse pas du copinage, qu'on ne fait pas de la politique. Non. Oui, mais là, on est dans l'administration. Oui, on est dans l'administration, d'accord, mais on a besoin de résultats. Oui. Parce que les préfets travaillent avec les maires. Les préfets travaillent avec les maires. Et il ne faut pas que ce qu'on reproche aux maires, qu'on retrouve ces mêmes désordres-là dans les préfectures. Et je crois, ceux qui sont les partis politiques qui ont eu des préfets doivent entourer leurs membres de compétences. Il ne faut pas qu'on leur impose des réalités politiques. Non, là, nous parlons de développement. Il faut qu'on mette à la décision, madame. Vous pensez que les partis politiques ont un droit de regard sur l'administration d'un Non, préfet? Je ne pense pas. Je n'ai pas dit sur l'administration. Si le préfet a certainement besoin de compétences, s'il a envie de prendre de compétences dans son parti politique, qu'on lui propose celui qui a à même de faire le travail, pas celui qui est assis politiquement. Non, c'est ce que je dis. Le ministre Ronla fait partie quand même d'un parti politique. Et les autres préfets font partie d'un parti politique. Si ils ont besoin de compétences et qu'on leur donne la peine, on donne l'autorisation de se tourner vers leur parti politique, il faut que le parti politique leur propose des gens capables de faire le travail, pas des amis politiques. C'est ce que moi je voudrais dire. Oui, je suis d'accord que Cotonou a eu un préfet intérimaire. Le littoral, si c'est que c'est Cotonou. Cotonou a eu pendant longtemps un maire intérimaire. Le littoral, confondu à Cotonou, a eu aussi pendant longtemps un préfet intérimaire. Je pense que l'intérim n'a pas été favorable pour Cotonou, pour la préfecture du littoral. On aurait tout reproché à M. Modeste Toboula. À un moment donné, il imprimait au moins une dynamique dans la préfecture, au niveau de la préfecture du littoral. Aujourd'hui, nous avons un préfet au niveau du littoral, il faut s'en réjouir et espérer que celui-ci puisse tirer le son de ce qui a été reproché à Toboula, mais aussi tirer le son d'un certain nombre d'actions, d'un certain nombre d'élans que M. Toboula a mené et qui reste encore des règles d'or. Il faut vraiment travailler. Un enjeu que nous avons aujourd'hui dans le littoral, c'est comment est-ce qu'il faut faire la symbiose entre la préfecture du littoral et la mairie de Cotonou. Et il y a un grand enjeu aussi dans la préfecture de Cotonou, c'est la gestion du marché d'Antapa. Donc c'est tout un travail qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut gérer la question sécuritaire dans le littoral, comment est-ce qu'il faut gérer un certain nombre d'enjeux. Je pense qu'au niveau du littoral, je connais bien le ministre, l'ancien ministre Orunla, aujourd'hui préfet du littoral. Je sais que c'est un homme de rigueur, je sais que c'est un homme pragmatique aussi et il pourra relever le défi. Les deux autres parties, je suis heureux que nos alliés, nos alliés avec qui nous avons mené le combat pour la victoire du chef d'État, du président Patrice Talon aujourd'hui, se retrouvent à un niveau de la sphère de décision, de la sphère de gouvernance de notre pays. Nous avons eu le PRD qui est rentré au gouvernement, nous étions contents. Aujourd'hui, nous avons l'UDBN et le MOEL qui participent à un niveau aussi élevé parce que n'oublions pas, pour le préfet, c'est le représentant du chef de l'État dans une préfecture. Le préfet travaille avec un certain nombre, avec la plupart des directions départementales des ministères sectoriels. Donc c'est vraiment de lourdes responsabilités qui sont confiées à ces deux parties. Et c'est là où je suis d'accord à ces trois parties, que ce soit le BR avec M. Orunla, le MOEL avec le préfet du Mono et l'UDBN avec la préfecture de l'OME. C'est là où je suis d'accord avec M. Soudé qui dit les partis doivent voir au-delà de la nomination de leurs militants une opportunité de montrer qu'au sein de ces partis, nous avons la compétence d'aspirer diriger un État. Si on confie aujourd'hui la gestion d'une préfecture à un militant d'un parti politique, le parti se doit de l'accompagner, faire en sorte qu'après on dise
ce militant est un militant exemplaire, ce militant est un militant compétent, et le parti peut être fier de le proposer peut-être dans 3 ans, dans 4 ans, dans la conquête de pouvoir d'État. Donc c'est de ça, moi je vois de la préfecture à la... Oui, de la préfecture au pouvoir d'État, c'est possible. Vous savez qu'il y a des préfets en France qui sont devenus ministres de l'Intérieur, qui sont devenus après président de la République. Oui, bon. Il y a des préfets qui peuvent demander aujourd'hui d'être président de la République. Barack Obama n'a occupé aucune fonction à part qu'un seul sénateur pour être aujourd'hui président, pour avoir été un sénateur et un préfet. Bon. Non, c'est pour dire que aujourd'hui les partis doivent comprendre cela et accompagner ceux qui sont désignés. Ce n'est pas à travers le copinage politique, mais c'est à travers la recherche de la compétence et la mise à disposition de ces compétences, mais mise à disposition sans pression politique aussi. Parce que des fois vous êtes compétent, on vous dit de travailler avec un préfet, on commence par vous mettre de la pression politique. Je pense que nous avons aujourd'hui ce rôle au sein des partis politiques à aller chercher davantage les compétences que nous avons au sein de nos partis et les mettre à la disposition de ceux qui, à un moment donné, sont appelés à exercer les pouvoirs de l'État. Au niveau du BR, nous faisons davantage ce travail-là et je pense que ça va être renforcé pour les mois et les années à venir. Mais comme pour la formation du gouvernement, pour la liste des préfets, d'aucuns ont pointé du doigt le fait qu'il y ait au final très peu de femmes. Non, je remarque que c'est l'instant genre du l'approche genre, je suis d'accord. Oui. Mais écoutez, si j'ai dit au-delà de la compétence, il faut la confiance. Il faut la confiance. Au-delà de la compétence, je reconnais que nous avons beaucoup de femmes compétentes. Mais est-ce que le chef de l'État leur fait suffisamment confiance pour leur confier des postes de responsabilité? C'est là la réalité. On ne peut pas reprocher à un chef de mettre en avant la confiance. Ah non, tu es mon représentant dans une préfecture. Les actes que tu poses m'engagent. Par conséquent, je dois faire un bon casting. C'est un problème de casting. Moi, je dis, c'est vrai que, bon, en temps, on a voulu mettre dans la loi. On n'a pas besoin de mettre dans la loi. Je dis aux femmes, battez-vous suffisamment. Bon, on a mis dans la loi pour l'Assemblée nationale. Oui, je dis, battez-vous suffisamment pour monter davantage sur le terrain, que vous êtes compétente, vous avez des compétences, vous avez des aptitudes pour diriger. Les femmes sont leur propre malheur. Elles se tirent même dans les pattes, quoi. Elles se tirent même dans les pattes. On ne va pas faire le... Il faut qu'elles s'entendent. Oui, non, débat. Moi, je vous posais juste une question. Oui, je dis, non, ça passe par là. Oui. Ça passe par là. Oui. Vous savez, si par exemple, lui, il est président de la République, et moi, je suis une femme, et qu'il me consulte pour dire proposement des femmes, compte tenu des divergences personnelles que nous avons, quelle que soit votre compétence, je dirais, peut-être que au sein des partis politiques, c'est les hommes qui leur font volontairement ombrage. Quelqu'un m'a dit, vous savez pourquoi dans les partis politiques, les femmes ne sont pas souvent positionnées. Les gens mettent les réunions au-delà de 23h. Une femme responsable mariée ne peut pas sortir de chez elle à 23h pour dire qu'elle va faire, une réunion politique. Et c'est là que tout se ficelle. C'est là que tout se ficelle. Au-delà d'une certaine heure, c'est là que tout se ficelle. Oui, moi je pense qu'au-delà de la faible représentativité des femmes au sein du nouveau gouvernement... Rassurez-moi, c'est écrit dans vos règlements intérieurs que les réunions où tout se ficelle sont à 23h. J'ai lu le règlement intérieur du Bloc républicain. On a jamais ficellé les réunions. On a jamais ficellé dans les réunions. Finissez. En fonction de la disponibilité. En fonction de la disponibilité. Allez-y, finissez. Non, sociologiquement, c'est prouvé. Hein. Oui. On ne va pas être hypocrite que les femmes ont vraiment un obstacle dans l'affirmation de leur leadership, que ce soit en politique, mais aussi dans la vie en général. Parce que la société, au-delà des rôles professionnels, confère à la femme un certain nombre de rôles dans le ménage. La société a un regard sur la femme, ce qui fait que ce regard accompagne toujours la femme lorsqu'elle veut aller sur une sphère politique pour se faire affirmer. Quoique, beaucoup de femmes davantage, aujourd'hui, font un travail, essaient de s'affirmer au niveau des partis politiques. Maintenant, la faible représentativité de ces femmes, non seulement dans le gouvernement et dans la liste des préfectures, M. Soudel a dit, le chef de l'État met sur la compétence, il met sur la confiance, il n'est pas dans un débat sexiste, donc il met sur la compétence. Je suis un défendeur des femmes, mais je suis un pur féministe, mais un féministe qui ne tombe pas dans le sexisme. Et le chef de l'État met sur les compétences. Je pense qu'il y a des ministères où il a vu que c'est des femmes qui sont là et qui ont fait preuve de compétence. Il les a maintenues. Il n'a pas enlevé des femmes pour mettre des hommes. Au niveau de la préfecture de l'OME, il a fait rentrer une femme parce qu'il estime que cette femme-là aussi a un background. Au regard de son background, peut faire valoir quelque chose. Donc, ne tombons pas dans le débat sexiste, mais travaillons en sorte que davantage dans nos partis politiques,
les femmes, les jeunes femmes qui veulent s'exprimer, qu'on puisse leur offrir ce creuset-là. Et si M. Soudé a des expériences de réunion à 23h, qui commence par les dénoncer pour qu'on fasse des réunions à 2h où la femme doit quitter la réunion pour aller savoir si les enfants préparent la rentrée demain ou sont prêts pour aller à l'école demain. Okay. Merci beaucoup. C'est ça qui, votre prise de parole clôture ainsi notre duel de ce dimanche 6 juin 2021. Je voudrais juste rappeler par rapport à l'autre thématique, la réforme de la décentralisation, que le Conseil des ministres a bien spécifié les axes de travail. Premier point, renforcer la séparation des fonctions politiques et techniques pour améliorer la reddition de comptes et lutter plus efficacement contre l'impunité. Secondo, mettre en place un dispositif opérationnel de relais des services publics entre les niveaux central, communal et infracommunal, améliorer les mécanismes de financement des investissements communaux et enfin créer des synergies d'action entre le conseil communal, ses démembrements, les associations de développement et les ONG. Même qui dans le cœur de la décentralisation. Voilà, et pour le faire, il faut discuter avec les acteurs à divers niveaux, les communautés, les leaders religieux, les leaders d'opinion. Je pense que tout ce que vous dites est forcément intégré, mais ce sont là les orientations que devront suivre le conseil, le comité qui sera mis en forme, le comité de réforme qui sera appuyé, c'est ce que le conseil des ministres a spécifié, appuyé par deux experts nationaux et un expert international. Merci Alphonse Moïse Soudé pour votre présence sur le duel de dimanche politique de ce dimanche. Merci Lukman Tidjani. Voilà, vous allez suivre à notre suite dans quelques instants l'hebdo des historialistes avec Théodule Moussa et ses invités. Je vous rappelle qu'à 14h, vous aurez droit à un entretien spécial avec Wilfried Léon Wungedji qui reviendra un peu sur l'actualité nationale dans son ensemble. Mais d'ici là, Théodule Moussa et ses invités prendront place à notre suite.